Donc hier soir, juste pour ceux qui n'étaient pas avec nous, j'ai présenté les enjeux liés au récif corallien. Donc c'était une présentation très générale qui expliquait le fonctionnement et le rôle des écosystèmes coralliens, ce que je vais vous faire en présentation ici, mais plus rapidement. Et après, on a parlé des changements globaux liés au climat et aux actions anthropiques locales, hein, comme la pollution, le rejet de fertilisants à l'eau, etc. Et j'ai présenté l'équilibre d'un récif, comment il se maintient, ce que je vais vous faire ce matin aussi en plus rapide. Et ensuite, je vais rentrer dans ce qui est mon expertise, à savoir la bioérosion récifale. Donc ce matin, c'est un peu plus pointu. C'est même très pointu, je vais vous dire, parce que cette présentation, je l'ai donnée au mois de juin devant mes pairs. Donc des chercheurs qui venaient des quatre coins de la France, qui ont évalué ce travail. En fait, ça, c'est la synthèse de 20 ans de carrière. Voilà. À peu près 20 ans, 18. Et donc, ça risque d'être pointu. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je sais que vous allez être perdus, mais au moins, j'espère que ça vous donnera une idée générale de ma thématique et de comment elle s'insère dans la thématique plus large des récifs coralliens et de la problématique de la mise en danger de ces récifs dans le contexte des changements globaux. Voilà. Donc, si vous ne comprenez pas tout, rassurez-vous, c'est normal. Même les pairs aussi, hein, qui n'étaient pas tous experts, n'ont pas tout compris. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la diversité et des rôles des agents de la bioérosion et je vais faire un focus sur les récifs coralliens, bien que je travaille aussi sur toutes les côtes calcaires, carbonatées, comme vous en avez ici en Bretagne, il y en a aussi en Méditerranée. Donc en fait, la bioérosion est un processus qui se trouve sous toutes les latitudes et dans tous les types d'écosystèmes, pourvu qu'il y ait du carbonate. D'accord ? Donc, pour replacer dans le contexte général, les récifs coralliens, ce sont de vraies oasis de vie. Ce sont des petits confettis au milieu de l'océan, puisqu'ils représentent moins de 0,2% de la surface totale des océans. Et pourtant, ils abritent un quart de la biodiversité marine. 25% de la biodiversité marine se trouve dans ces confettis. Ça forme des barrières naturelles, comme vous pouvez le voir sur cette photo ici, avec une île et un petit atoll entouré d'une barrière de corail, et ici un morceau de grande barrière de corail en Australie. Ça forme des barrières naturelles qui vont protéger les îles et les côtes tropicales de l'assaut des vagues lors des tempêtes, des cyclones et aussi lors des tsunamis. Sans ces barrières naturelles, les côtes et les îles seraient érodées, bien plus attaquées. On peut citer notamment le tsunami de 2004 qui a ravagé les côtes du Sri Lanka, de Malaisie et de Thaïlande et de toute cette région-là. Et encore Irma qui est arrivé il n'y a pas très longtemps à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les zones qui étaient protégées un peu par des récifs coralliens ont été moins endommagées que les zones qui n'étaient pas protégées par les récifs coralliens. Ces écosystèmes sont aussi une source incroyable potentielle de biomolécules qu'on n'a pas encore exploré. On commence à explorer ce potentiel de biomolécules qui pourrait demain aboutir à des médicaments qui n'existent pas encore aujourd'hui et qui pourraient notamment soigner certains cancers. Donc cette biodiversité, elle a aussi une valeur d'un point de vue santé humaine très importante. Et enfin, ce qu'il faut surtout retenir, c'est, ou entre autres, c'est que ces écosystèmes, bien que ce soit des confettis le long des côtes tropicales et des îles, eh bien, ils permettent la subsistance d'un habitant sur 15 dans le monde. 500 millions de personnes dépendent de ces écosystèmes. Vous pouvez imaginer que s'ils disparaissaient, ces gens-là seraient amenés à migrer faute de ressources alimentaires et économiques. Alors la valeur, elle est de l'ordre, selon les études, de 300 ou 400, entre 100 et 400 milliards de dollars américains par an que produisent ces écosystèmes. Pourquoi on leur a attribué une valeur? On a essayé d'estimer la valeur économique de ces écosystèmes, puisqu'aujourd'hui nos gouvernants veulent parler d'argent et savoir si c'est rentable de préserver ces écosystèmes ou pas. Donc des collègues économistes se sont attelés à essayer d'estimer la valeur économique de ces écosystèmes pour montrer que vraiment ça a une valeur très importante d'un point de vue humain et d'un point de vue économique. À l'outre-mer français, ça représente plus d'1 milliard d'euros par an quand même en termes de ressources économiques. Alors dans le cadre à l'échelle globale, ici vous avez les zones du jaune clair au orange foncé. Plus c'est chaud en couleur, plus c'est foncé, plus vous avez de la biodiversité. Donc ce qu'on appelle les hotspots, les points chauds de biodiversité. Et le plus grand, c'est celui qui se trouve ici dans le triangle indonésien.
Donc vous voyez la répartition ici des récifs coralliens. Et dans ce contexte, sur cette carte, la France a une position unique. C'est le seul pays au monde à avoir des récifs coralliens dans les 3 océans. Quand même, pourtant c'est un petit pays. Et de ce fait, les récifs d'outre-mer français représentent 10% de la surface mondiale. Ça représente aussi entre 78 et 90% du domaine maritime français. Grâce à ces zones tropicales, la France étend largement son réseau maritime, sinon on n'aurait que les côtes que l'on connaît. Et aussi, grâce à ces récifs coralliens d'outre-mer, on peut atteindre l'objectif de 20%. En tout cas, ça contribue à obtenir, à répondre à l'objectif des aires marines protégées, donc de protéger les écosystèmes marins. Et parmi les récifs coralliens, 20% permettent cela. Alors, que faut-il pour qu'un récif pousse ? Et après, on va voir déjà aussi ce que c'est qu'un récif. Donc, les récifs coralliens croissent, je vous l'ai montré ici, entre 30 degrés nord et 30 degrés sud, c'est-à-dire sous les tropiques, où il y a beaucoup de soleil, beaucoup d'ensoleillement, des eaux très claires, des eaux oligotrophes, donc un mot barbare, ça veut dire en fait des eaux appauvries en sels nutritifs, donc très peu d'azote et très peu de phosphore. Ce sont des eaux aussi qui ont une température moyenne comprise entre 18 degrés et 30 degrés. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des récifs qui poussent à 18 degrés. En fait, hier soir, j'ai pas expliqué assez. 18 degrés, c'est quand il y a 2 saisons grosso modo sous les tropiques, l'hiver et l'été. La mousson, la saison chaude et la saison humide. Donc l'hiver, dans certains récifs, l'eau peut descendre jusqu'à 18 degrés, mais souvent elle est plutôt autour de 20-23 degrés. Et au maximum, les récifs coralliens poussent dans des eaux qui peuvent aller jusqu'à 30 degrés, mais bien sûr, il y a des récifs coralliens qui, comme en Nouvelle-Calédonie, sont plutôt dans des eaux qui ont un maximum l'été de l'ordre de 27 à 28 degrés. Donc quand on va parler du réchauffement climatique, c'est l'augmentation de plus 1 degré par rapport au maximum de tolérance des coraux. Donc en Nouvelle-Calédonie, leur maximum de tolérance c'est 28 degrés, plus 1 ça fait 29. Pour nous, parfait, on a bien chaud, on est content, on va se baigner. Pour eux, c'est dramatique. Alors, le maintien des récifs coralliens, il résulte de 2 forces principales, pour résumer la chose. Une force positive, la croissance corallienne, et une force plutôt de destruction, l'érosion, qui se décline en 3 processus différents. L'érosion physique, avec l'action des vagues, qui va plutôt être localisée sur la crête récifale, c'est-à-dire l'océan amène la houle, qui va se rompre sur la barrière, qui forme une crête, et du coup ce qui rentre dans le lagon et qui va vers la côte est beaucoup plus doux et va avoir une force moins importante. Il y a aussi l'érosion chimique que j'ai représentée ici par une molécule, c'est-à-dire qu'il y a des zones acidifiées qui vont donc du coup entraîner la dissolution de ces carbonates, du carbonate de calcium. Et il y a l'érosion aussi due à des organismes qu'on appelle encore la bioérosion. Et c'est cette force qui joue un rôle majeur dans cet équilibre. Alors vous allez me dire, un oursin par rapport à une grosse vague, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est pas possible. Eh bien si, en fait, les vagues, les cyclones, les tsunamis, ce sont des événements localisés et ou temporaires. Tandis que la bioérosion, l'action par les organismes biologiques que je vais vous présenter tout de suite après, en fait, elle a lieu tout le temps, partout dans les récifs coralliens. Donc c'est la principale force de dégradation naturelle des récifs coralliens. D'accord ? Et les principaux constructeurs de récifs, ce sont ces 2 organismes-là. Donc le corail, scléractiniaire, qui est différent du corail que l'on peut trouver en Méditerranée. Il y a des coraux aussi en Méditerranée, qu'on appelle surtout des coraux solitaires, et qui forment donc des petites colonies, mais qui ne sont pas constructeurs de massifs coralliens. D'accord ? Et ici, quelque chose que vous connaissez sans doute moins, ce sont des algues calcaires encroutantes. Il y en a aussi en Méditerranée, il y en a aussi sur nos côtes. Ça forme des croûtes roses. Ici, ça peut aussi former des édifices. Et en fait, ces organismes-là sont plutôt le ciment du récif corallien. Donc les constructeurs, essentiellement les coraux, et le ciment, les algues calcaires. Donc voyons tout d'abord ce qu'est le corail, celui qui construit le récif corallien. Donc c'est un corail scléractiniaire qui est un animal colonial qui vit en symbiose avec des algues qui sont présentes dans ses tissus. Et ces algues qui sont présentes dans ses tissus vont lui donner sa couleur. Donc ici, le corail, il apparaît vert parce que ces algues lui donnent cette couleur-là. Alors l'unité de ce corail ou de ces coraux scléractiniaires, c'est le polype qui ressemble à une petite anémone avec des tentacules autour d'une bouche. Donc vous voyez ici, chaque petite fleur ici a une bouche en son centre qui est marron, c'est un polype, d'accord ? Ici vous avez une autre photo où on voit 1 polype, 2 polypes, 3 polypes, 4 polypes. Ce polype, donc ce tissu vivant, il est capable de sécréter un squelette. C'est pour ça qu'il construit du récif. Et son squelette,
Voilà, on le voit ici sur cette photo, il est fait d'aragonite. C'est une sorte de carbonate qu'on appelle l'aragonite. Ça fait des aiguilles comme ça, comme vous pouvez le voir sur cette photo qui a été prise au microscope électronique à balayage. Et ici sur le schéma, vous voyez qu'il y a de la porosité naturelle. Toutes ces alvéoles ici, ce sont les trous que l'on peut voir ici, qui est la porosité naturelle du corail. En fait, quand vous voyez un corail dans un récif corallien, il paraît être de la roche très dure, et en fait, certains coraux sont poreux à plus de 50%. Mais effectivement, ils sont solides et résistants, mais cette porosité est naturelle. Donc le polype, au départ, c'est une larve planctonique. Les coraux se reproduisent par voie sexuée, mais aussi par bouturage. On le fait en aquarium, Michel Lignette en a parlé tout à l'heure. Donc comme les géraniums, on peut couper une branche et ça va redonner une colonie corallienne. Parce qu'une colonie corallienne, voilà, une colonie corallienne, c'est un ensemble de clones de cette unité-là. Le polype, en fait, quand il va se former, le premier polype va se cloner et former la colonie corallienne. Donc c'est un ensemble de polypes qui sont tous identiques les uns aux autres. Et ici, vous voyez les petites taches marron qui donnent la couleur ici à ce corail marron. En fait, ce sont les algues symbiotiques qui vivent dans les tissus et qui donnent la couleur au corail. Sinon, le tissu de l'animal, il est transparent. D'accord ? Voilà, donc il fait un squelette. Alors maintenant, voyons les agents de la bioérosion. Je vous ai présenté le principal constructeur. Maintenant, je vais vous présenter les agents qui détruisent naturellement le récif. Et évidemment, comme dans tout écosystème, quand il y a équilibre, l'écosystème se maintient. Quand les forces positives poussent plus que les bioérosions, le récif croît et s'étend. Par contre, quand la bioérosion est plus importante, le récif est dégradé, voire disparaît. Donc ces agents sont de 3 types. Excusez-moi, là j'ai laissé un truc en anglais. Donc il y a les agents rouges, les agents verts ici avec la bande verte et les agents bleus. Et je vais vous expliquer qui ils sont. Ils sont capables de coloniser tout type de carbonate de calcium qu'on a mis sous la forme de CaCO3. Carbonate ici de calcium. Donc ça va être les coquilles de coquillage, comme la moule ici, les coraux morts, les coraux vivants, les algues calcaires, le sable, les foraminifères, les testes d'oursin, parce que la carapace de l'oursin c'est aussi calcaire. Bref, tout ce qui est calcaire, ils vont l'attaquer, pas pour le grignoter, le manger, mais pour habiter dedans et ou se nourrir d'une partie de ce qui reste du corail ou de la matière organique. Donc ces organismes sont, pour ce qui est des bleus, les agents externes de la bioérosion. Ce sont des poissons, des mollusques, des gastéropodes, des chitons aussi et des oursins. Alors eux, ils ont un appareil buccal. Alors les poissons perroquets, on les appelle comme ça parce qu'ils ont un appareil buccal qui ressemble à un bec de perroquet, un bec très fort, qui va être capable, et comme les oursins, avec la lanterne d'Aristote, c'est comme des dents, ils vont abraser la surface du substrat. Là, vous avez un corail vivant qui a été abrasé par un poisson type perroquet. On voit très bien ici la mâchoire qui a pris un morceau comme ça, avec son bec. Donc lui, son objectif, c'est pas de manger le corail. A priori, c'est ni le carbonate de calcium, qui est pas nutritif. Enfin, je suppose que personne n'a essayé de manger de la craie. En fait, à l'intérieur, il y a des algues qui poussent. Ce sont les algues vertes ici qui poussent dans le squelette, dont je vais vous parler après tout à l'heure parce que c'est ma spécialité, et les algues qui poussent à la surface, qu'on appelle le gazon ou le turf algal. Je suppose qu'en Bretagne, comme en Méditerranée ou ailleurs, vous avez tous marché sur des cailloux qui glissaient. Et ce petit biofilm à la surface qui vous fait glisser et qui vous fait tomber, ce sont les turf algaux, dont se nourrissent, que vous avez vu, les chapeaux chinois ici en Bretagne, les bigorneaux, etc. En fait, ils abrasent très, alors ça se voit pas, ça fait pas des morsures comme ça, bien visibles. Ils abrasent la surface pour manger le gazon algal sur lequel vous marchez et parfois vous glissez. Donc ces organismes-là, en fait, chez les poissons perroquets sont différents des autres poissons qu'on peut trouver dans un récif corallien. Ils ont un appareil branchial, donc les branchies, en forme de filet qui vont retenir les particules de sable que le poisson va aller chercher avec son bec de perroquet. Donc il a un appareil buccal et des branchies très particulières qui n'ont rien à voir avec les autres poissons, qui lui permettent donc d'arracher un morceau de corail ici, avec les petits gazons algaux qui ont été représentés ici en plus gros grossissement, donc à la surface ici et à l'intérieur les algues qui poussent dans le squelette. Et d'après nos dernières recherches, il semblerait que sa nourriture favorite soit ce qu'il y a à l'intérieur du corail.
D'accord? Donc lui, il va le manger. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans son estomac, il y a comme des espèces de cailloux, un peu comme les gésiers ou comme la panse des brouteurs et des vaches, par exemple. Ça va être broyé en très fine poudre pour extraire les algues qui sont à l'intérieur. Et quand il va aller aux toilettes et faire ses fesses, eh bien, c'est le sable blanc des plages qu'il va produire. Ce sable, en fait, il est très très fin. Sous les tropiques, c'est du sable, on dirait du talc, dans certains atolls. Eh bien, les poissons, les oursins et les gastéropodes contribuent à la formation de ce sable. Quand vous posez votre serviette, maintenant, vous penserez aux poissons perroquets. Voilà. Alors après, nous avons les agents de la bioérosion rouge, ici, donc des vers, des éponges et des mollusques. Donc ici, vous avez un exemple de ver qui va faire un petit trou à l'intérieur du corail. Ici, vous avez une grande colonie corallienne qui était vivante de partout et qui en fait a été complètement érodée par cette éponge perforante. Et ici, vous avez l'exemple d'une moule qui perfore des grandes galeries qui sont très typiques, qu'on est capable de reconnaître parce que chacun a sa galerie, sa taille, son diamètre et sa forme particulière, donc on est capable de les identifier. Donc tous ces organismes, en fait, à l'extérieur d'un corail vivant, par exemple, vous allez avoir l'impression que ce corail est magnifique et en bonne santé, et de l'intérieur, c'est un vrai gruyère qui va faire que non seulement quand le poisson perroquet va grignoter la surface, s'il y a un bioérodeur macroscopique dessous, il va arracher un morceau plus important, donc l'érosion va être plus importante, mais aussi ça va conduire à l'érosion de la base des coraux, et en cas de tempête, ils vont tomber et puis ils vont se retourner du mauvais côté, donc l'opposé de la lumière, et ils risquent de mourir. Donc voilà typiquement ce que font les moules à l'intérieur, donc des trous. On voit qu'à l'extérieur, on a l'impression d'avoir un bloc qui est entier, en tout cas qui a l'air bien solide, et à l'intérieur, c'est du gruyère. Les petits trous étant là les vers. Hein. Voilà. Alors après, on va passer aux tout petits bioérodeurs, c'est-à-dire les micro-perforants, micro comme microscopiques. Donc ce sont des cyanobactéries et aussi des algues et des champignons filamenteux. Alors ça, c'est ma spécialité, je les adore parce qu'ils sont capables de faire plein de choses. Ils font d'abord la photosynthèse, puisqu'ils captent la lumière et le carbone et les éléments nutritifs pour croître. Donc ils sont importants à la nourriture, on l'a vu pour les poissons perroquets, les oursins et toute la chaîne trophique. Et en même temps, ils sont incroyables parce qu'ils sont capables de dissoudre le squelette à toute fine échelle. Et ils donnent parfois la couleur à certains coraux. Ici, vous avez un stylastéride, c'est pas un corail scléractiniaire constructeur de récifs, mais ça habite dans les récifs. Et le rose, là, à la base, en fait, c'est une algue rouge qui habite ce corail et qui lui a donné cette couleur. Vous voyez ici aussi un corail branchu qui est vivant ici en son centre et qui a blanchi sur les bords et qui était colonisé par les algues vertes et qui apparaît vert fluo lorsque les zooxanthelles, c'est-à-dire les symbiontes naturelles du tissu, ont été expulsées. On voit par transparence à travers l'animal le squelette, et le squelette étant colonisé par des algues vertes, il apparaît vert fluo. D'accord? Et là, je vous ai cassé un morceau de corail. Alors, je ne l'ai pas fait pour vous, hein, je l'ai fait pour mes recherches. Mais je vous montre la photo. Le tissu vivant du corail, c'est ce qui est marron ici au-dessus. Et vous voyez cette bande verte qui rentre très profondément dans le squelette. Eh bien, ce sont ces algues vertes-là dont les poissons perroquets raffolent. Donc ils font des toutes petites galeries, donc là il faut voir l'échelle par rapport aux grosses moules que je vous ai montrées tout à l'heure. Là on est de l'ordre de 50 microns, la barre ici, donc ce sont des galeries qui font de l'ordre de 1 micron de diamètre à 30 microns de diamètre en moyenne, et des filaments qui peuvent aller jusqu'à quelques millimètres de profondeur dans le corail. Alors pour la petite histoire, bon là c'est pour rentrer un peu dans le détail, en fait ça c'est la surface donc du corail mort ou du substrat calcaire. Tout ce qui est à la surface, je vous ai dit que ça s'appelait les turfs algaux ou les gazons, on les appelle les épilithes. Épi c'est à la surface, lithe c'est la roche, et tout ce qui est en dessous c'est endolithe, dans la roche. Et dans les endolithes, il ne faut pas confondre ceux qui perforent les vraies galeries ici et ceux qui profitent des trous et des cavités naturelles du corail, que eux, on va appeler les casmo et les crypto-endolithes. D'accord ? Voilà. Alors tous ces organismes de la bioérosion vont créer des faciès très particuliers le long des côtes. Et par exemple en Méditerranée, je suppose que vous avez déjà vu des côtes comme ça très écharpées. Même en Bretagne, on voit les trous laissés par les oursins. Et quand on marche dessus, ça coupe les pieds. En tout cas l'été, on n'a pas très envie d'aller sur ces rochers tout érodés et tout grignotés de partout. Il y a les patelles, les chapeaux chinois, et tous ils y contribuent. Et sous les tropiques, ça fait des faciès très particuliers. Là, on a un récif fossile qui est très érodé et découpé avec l'action des bioérodeurs et de l'action des vagues.
Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire que tous ces organismes, je vous ai dit, dissolvent le carbonate de calcium ou ils le transforment en sable. Je vous ai parlé des poissons perroquets qui fabriquaient les sédiments du sable. Donc les microperforants, eux, donc ils sont photosynthétiques, ils participent à la photosynthèse et à la dissolution. Eux, ils sont capables de faire que de la dissolution, ils n'ont pas d'action mécanique sur le substrat. Tandis que les poissons, les oursins, les bivalves, les moules et les vers et les éponges perforantes, eux, ils produisent du sable, donc ils ont une action mécanique. J'aime bien faire la moule. La moule, elle, avec ses coquilles, elle fait comme ça dans son trou, et plus elle grandit, plus elle croît dans sa galerie, et donc elle a une action mécanique et une petite action de dissolution pour fabriquer donc sa galerie. Les vers, eux, ils ont une action mécanique avec des poils qui sont durs et qui vont éroder la surface et vont leur permettre de creuser leur galerie. Tandis que les microperforants, eux, ils ont une action via la respiration et via des processus chimiques de dissolution. Donc la grande question aujourd'hui, comme vous le savez, on subit tous les changements globaux liés au climat. Et les changements globaux actuels depuis l'ère industrielle sont vraiment dus à notre activité à nous, avec l'utilisation des énergies fossiles, hein, comme le fuel, le pétrole, le gaz. Et donc la question, c'est que vont devenir les récifs coralliens? Est-ce qu'ils vont continuer à croître ou à se maintenir, ou au contraire, est-ce qu'ils vont basculer vers de la dégradation? Et par la même occasion, que va devenir toute la biodiversité qu'accueillent ces écosystèmes? 25% de la biodiversité marine et les ressources qui sont liées à ces écosystèmes. Donc il y a différents types de perturbations. Les perturbations locales que je vais appeler ici les activités anthropiques d'origine locale, comme la surpêche, la pollution, etc. Et les facteurs liés au climat. Alors, vous connaissez tous l'élévation du niveau marin, j'en parlerai pas ici, l'élévation de la température, donc le réchauffement global, et l'acidification des océans aussi. Mais quel est le constat aujourd'hui? Ça, c'est une étude, alors je n'ai pas mis la référence, mais ce sont des chiffres qui datent de 2008, et nous sommes en 2018, donc il y a déjà 10 ans. Il y a 10 ans, déjà 20% des récifs coralliens avaient disparu de la planète. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une surface de 250 000 km², donc je vous ai parlé d'un confetti, c'est vraiment un confetti. Et on sait que 75% des récifs restants actuels sont menacés par les activités de l'homme, que ce soit via le climat ou via des actions locales. Donc ces écosystèmes sont fortement dégradés et fortement menacés de disparition. En tout cas, les études cherchent à savoir ce qui va se passer d'ici la fin du siècle. Alors cette fois, au lieu de vous présenter la balance croissance-érosion, je voulais représenter sous une autre forme, et cette fois, je voulais représenter sous la forme du cycle des carbonates. Donc je vous ai dit, il y a ceux qui poussent, qui ont besoin de carbonate pour pousser, les coraux, pour précipiter leur squelette, et de l'autre côté, il y a ceux qui l'érodent, et puis ça fait un cycle, hein. La vie, c'est tout se transforme, rien ne se perd, on est d'accord? Donc il y a ceux qui poussent et qui croient avec leur squelette, qui font la calcification. Il y a aussi du ciment dans un récif. Je vous ai parlé des algues calcaires qui cimentent le récif. Et puis il y a d'autres phénomènes aussi qui contribuent à ça. Donc ça, c'est plutôt le côté positif qui va renforcer le récif. Et il y a aussi la production de sable avec l'érosion physique et la bioérosion. Et ce sable, il sert pas que à alimenter les plages et à remplir les lagons. Il sert aussi à cimenter le récif. Parce que ce sable, il percole dans la structure récifale. Il est reminéralisé par des processus géologiques et il consolide le récif corallien. D'accord? Et de l'autre côté, on a les forces de dégradation, donc la dissolution chimique qui est liée au pH, la dissolution liée à l'activité métabolique, c'est-à-dire liée à l'activité de vie des organismes comme les bactéries et les microperforants, qu'on appelle aussi microflore perforante. Et puis il y a aussi ce qui sort du système. Parce que quand vous avez une île avec sa barrière et autour l'océan vaste, tout ce qui sort de la barrière et qui va dans l'océan est perdu pour le récif. Vous êtes d'accord ? Donc ça, c'est une perte sèche pour le récif corallien qui n'entre plus dans le cycle. D'accord ? Donc aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'avec l'acidification, le réchauffement climatique, la pollution locale, etc., on assiste de plus en plus au blanchissement corallien. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je peux brièvement vous expliquer ce que c'est pour comprendre la suite. Le blanchissement corallien, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui donne la couleur au corail ? Les algues symbiotiques. Donc quand il fait trop chaud, ces algues symbiotiques, elles font tellement de photosynthèse qu'elles produisent aussi des produits oxydants.
Et l'oxydant, enfin les produits oxydatifs, on sait tous que chez nous, ça donne le cancer. En tout cas, c'est une partie de la cause. Et donc les coraux, eux, quand ils ont trop d'oxygène produit et de molécules oxydantes, ils les expulsent leur symbionte parce que sinon ça va devenir toxique pour eux. Du coup, ils deviennent translucides, hein, puisque le tissu, vous l'avez vu tout à l'heure, il est transparent. Et qu'est-ce que l'on voit à travers le polype transparent? Son squelette qui est blanc. Hein, la craie c'est blanc, le calcaire c'est blanc. Donc on parle de blanchissement corallien. Pour autant, il n'est pas mort le corail, parce que si le stress, principalement thermique, donc l'élévation d'1 degré, dure 3 semaines ou à peu près 3 semaines, le corail va pouvoir survivre à ce stress thermique, donc il va retrouver après ses algues symbiotiques. Donc il a le choix, enfin il a le choix, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais en général il reprend les mêmes algues symbiotiques qui lui apportaient beaucoup de nourriture mais qui étaient sensibles à la température. Par contre, il y a des recherches récentes qui tentent à montrer que les coraux, avec tous ces changements globaux qui vont très vite, hein, parce qu'en 200 ans on a augmenté la température et le CO2 dans l'atmosphère, chose qui s'était jamais vue dans les temps géologiques par le passé. On avait soit l'un soit l'autre, mais jamais les deux en même temps et sur une période aussi courte. Eh bien les coraux ont tendance à s'adapter, en tout cas certains sont capables de s'adapter. Certains vont prendre des zooxanthelles, des symbiontes d'une autre espèce. Alors cette espèce-là, elle est intéressante parce qu'en fait, elle est thermorésistante, donc elle est plus résistante à la température. Donc ça va être bien pour eux, mais elle est moins nutritive. Donc c'est un compromis. Au bout de plusieurs blanchissements consécutifs, on finit par apprendre que il faudrait peut-être, plutôt que mourir, avoir des algues symbiotiques qui sont un peu moins performantes, mais plus résistantes à la chaleur. Donc on a quand même un peu d'espoir que certains coraux s'adaptent, même si ça ne sera pas un super compromis pour eux, quoi. Il y a aussi, donc, et si par contre le stress thermique dure plus de 3 semaines, ou est très fort, ou est combiné à d'autres facteurs locaux, à ce moment-là, le corail va finir par mourir. Alors, il sera toujours blanc au départ, mais les tissus ne seront plus là, ils seront morts, et ils auront été mangés par les bactéries et d'autres organismes. Et donc quand il est mort, il est blanc quelques jours et il devient très vite vert et de toutes les couleurs, de la couleur du récif lorsqu'il est mort. C'est-à-dire que le récif n'est pas mort, le corail est mort, mais il y a toute une biologie qui va se mettre à la surface et à l'intérieur, et donc c'est des roches vivantes, hein, malgré tout. Là ici vous allez avoir un corail branchu qu'on appelle tabulaire, du genre Acropora, et vous voyez ici au milieu une bande blanche. Un corail, c'est un animal, donc c'est comme nous, ça peut être malade. Et il y a des maladies qui sont létales, comme chez nous, hein, il y en a qui nous font mourir, et d'autres avec lesquelles on peut retrouver un état normal. Cette maladie-là, ça s'appelle la maladie de la bande blanche, et celle-là, elle est létale. Elle est fatale pour le corail, parce qu'en général, elle démarre à la base du corail, et elle progresse tel un front. Et vous voyez bien que l'issue, à la fin, c'est le bout de la colonie corallienne, et il n'y a plus rien, donc cette maladie va le tuer complètement. Or, ces coraux, ces deux types de coraux, massifs ici et branchus ici, sont très structurants et sont très abondants dans les récifs coralliens. Donc quand ceux-ci blanchissent, là c'est vraiment, je tiens à préciser que c'est une photo prise en Nouvelle-Calédonie par des collègues, ces coraux massifs blanchissent rarement. Ce sont les plus résistants au blanchissement. Et en 2016, il y a eu un phénomène de blanchissement extrêmement sévère. Il y a même eu 3 années consécutives, 2015, 2016, 2017. C'était la première fois qu'on observait un blanchissement 3 années de suite, qui a notamment ravagé des pans entiers de la Grande Barrière de Corail. Ils n'avaient jamais vu ça. En fait, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas su résister 3 fois de suite au blanchissement, plus aux autres facteurs perturbants. Et les maladies coralliennes, c'est pareil, elles peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les récifs coralliens. Notamment, on a un exemple dans les années 80-2000, en Floride, dans les Floridas Keys. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a eu une maladie qui a ravagé un type de corail branchu comme celui-ci. En 20 ans, 90% de ce corail qui fabriquait le récif a disparu. Et encore aujourd'hui, il n'est toujours pas revenu. On a toujours un récif dégradé, plutôt dominé par des algues. Donc qui dit moins d'habitat, moins de récifs, moins de diversité corallienne, dit moins d'habitat, moins de poissons, moins de biodiversité, donc moins de ressources économiques. Alors l'autre chose ici que je voulais vous montrer, c'est la cimentation. On a parlé du ciment avec les algues calcaires qui sont à la surface du substrat et qui vont renforcer le récif, mais je vous ai parlé aussi du sable qui percole dans la structure récifale et qui est reminéralisé. Et là ici vous avez les pores du corail, je vous ai parlé de la porosité tout à l'heure. Eh bien il y a des phénomènes d'ordre géologique, de la diagénèse, c'est de la reprécipitation de carbonate à l'intérieur, qu'on appelle la micritisation.
Et vous voyez ici qu'à pH normal, c'est-à-dire pH ambiant dans l'eau de mer, aujourd'hui 8,04, il y a cette micritisation, cette consolidation du récif. Or, à pH plutôt acidifié, alors c'est toujours basique, hein, mais c'est plus faible qu'à 8,04, donc comme au Galapagos par exemple, il n'y a plus cette consolidation et ce ciment dans la structure même du récif corallien. Donc plus on va acidifier l'océan et plus toute cette structure va être impactée à différents niveaux. Les coraux vont moins bien pousser, moins former de squelettes, le ciment va être moins présent. Et de l'autre côté, donc aussi, on va avoir un taux de mortalité qui va augmenter chez les coraux et les algues calcaires. Et plus il y aura de corail mort, et plus les bioérodeurs vont être contents. Parce que eux, ils sont super efficaces dans les coraux morts surtout. D'accord ? Donc là, on va commencer à avoir un déséquilibre parce qu'il y a de plus en plus de coraux qui meurent et aussi moins de consolidation du récif. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe avec les changements globaux ? Eh bien, on a de la dissolution chimique et de la dissolution bactérienne dont on sait qu'elle va augmenter, notamment avec l'acidification et le réchauffement des eaux. Pourquoi ? Parce que quand on a dans l'eau, dans le lagon, des apports en sels nutritifs avec les fertilisants, azote, phosphore par exemple, ou phosphate, plus un peu plus de carbone dans l'eau, notre petit phytoplancton qui est à la base de la chaîne alimentaire, il va s'éclater, il va bloomer. C'est une explosion de population, donc une explosion de nourriture qui va être mangée par des tas d'organismes, mais il y a une grande partie qui va sédimenter, tomber sur le sable. Et dans le sable, il y a de la vie aussi. Dans le sable, il y a plein de bactéries. Et ces bactéries-là, dans le sable, elles vont dégrader cette matière organique pour se nourrir, bien sûr. Et quand les bactéries respirent, elles fabriquent du CO2 et elles baissent le pH. Et ce pH, à l'échelle des sables, dissout le sable. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai été claire sur ça. Alors, et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir quels sont les facteurs, quels sont les effets des changements globaux sur les microflores perforantes, qui dissolvent les carbonates. Est-ce qu'elles aussi vont être stimulées par le réchauffement climatique, l'acidification, les fertilisants, etc. Et également, quel est l'effet de ces perturbations sur la bioérosion mécanique, donc la production de sable, les poissons perroquets et autres. Et la grande question que se posent les chercheurs aujourd'hui, notamment, c'est quelle va être la balance d'ici la fin du siècle, en 2100. Est-ce qu'on va aller... Aujourd'hui, on a plutôt de la calcification nette dans certains récifs, mais on commence déjà à basculer vers de la dissolution nette. Donc, qui dit dissolution nette, dit dégradation du récif corallien. D'accord ? Donc, mes recherches, elles ont porté sur ça depuis 18 ans environ, depuis ma thèse. Et là, c'est quelques résultats. Alors, ça va être très pointu. Mais je vais plutôt vous présenter les résultats généraux plutôt que de rentrer dans le détail. Et puis si après dans les questions vous voulez que je vous explique un truc très pointu, quelque chose de très pointu, à ce moment-là je le ferai. D'accord ? Donc tout d'abord, je me suis intéressée dans le cadre de mes travaux de doctorat à l'effet d'activité locale liée à l'homme, et notamment l'hypersédimentation. Alors pourquoi l'homme est responsable de l'hypersédimentation ? Vous avez des zones où pour cultiver, pour faire de l'agriculture, on va couper les arbres. Ou alors pour faire de l'industrie minière, comme en Nouvelle-Calédonie, on va complètement déforester. Et qu'est-ce qui va rester ? Des sols à nu. Et ces sols à nu, quand il y a des précipitations très violentes, sous les tropiques, il y a des tempêtes tropicales avec beaucoup de pluie, eh bien ça va emmener toute la terre vers la mer. D'accord ? C'est pareil en Bretagne. Donc là, vous avez toute la terre qui est arrivée dans le lagon. Normalement, un lagon, c'est plutôt vert turquoise, et là, c'est marron. Donc ça va avoir plusieurs effets. Les coraux, d'une part, ils vont avoir moins de lumière pour pousser et faire leur photosynthèse et leur squelette. Donc eux, ils vont être impactés. Et de l'autre côté, on cherche à savoir comment les bioérodeurs, eux, vont être impactés. Donc je me suis intéressée à chaque compartiment de la bioérosion. Et il y a aussi en même temps mélangé des fertilisants comme de l'azote et du phosphate qui vont arriver aussi mélangés à ces eaux et qu'on appelle l'eutrophisation. Et donc on va voir quels sont les effets sur la bioérosion. Alors, pour mon doctorat, je suis allée en Australie. J'ai bossé sur la grande barrière de corail avec 2 de mes encadrantes. Et j'ai étudié tous les agents de la bioérosion, c'est-à-dire les brouteurs, les macroperforants et les microperforants. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait ? On met des petits blocs de coraux. Alors déjà, à la base, faut tuer une colonie corallienne. Donc bon, nous aussi, les scientifiques, on a notre impact sur les récifs coralliens dès le départ.
Mais bon, on tue une colonie seulement et on fabrique des petits blocs de coraux à partir de cette colonie pour simuler un corail mort. Parce que c'est que comme ça qu'on peut appréhender le mieux le sujet. Donc ces blocs qui font en gros 7 cm par 5 par 5, on les installe sur des systèmes de fixation et on les laisse un certain temps dans l'eau. Et c'est ce que je viens de faire, là je suis revenue mercredi de Mayotte, c'est ce que je viens de faire, une nouvelle expérience de ce type que je vais laisser 1 mois, 2 mois, jusqu'à 1 an, voire 7 ans pour voir dans le temps ce qui va se passer au niveau de la dynamique de ce processus. Et c'est que comme ça qu'on pourra mieux prédire l'avenir. Ben là, en l'occurrence, dans le cadre de ma thèse, ces blocs sont restés 1 an et 3 ans dans l'eau. Donc au bout d'1 an, on est allé en Australie les chercher sur plusieurs sites. Et on avait donc des sites côtiers, très près de Cairns, de Townsville, et très loin, au-delà, la barrière de corail, elle est ici, et on avait un site en dehors de la barrière de corail, en pleine mer de corail. Il y a un pinacle, ça s'appelle un pinacle, c'est comme une aiguille de récif corallien qui sort de l'eau, alors qu'affleure pas, il est immergé, mais il est très près de la surface, et donc c'est un récif très éloigné des côtes, et a priori donc sans impact de l'homme. Donc c'était l'objectif, c'était d'avoir un point dit contrôle pour comparer par rapport à ce qui se passe près de la côte. Alors très rapidement, ce qu'il faut retenir sur ce schéma, qui est un graphe issu de ma thèse, c'est que vous avez une tendance à l'augmentation depuis la côte vers l'océan, que ce soit à 1 an d'études ou à 3 ans d'études. Et vous voyez qu'à 3 ans d'études, tous les facteurs de la bioérosion ont augmenté. Bon, ça jusque-là, je pense que c'est facile à comprendre. Donc vous avez ici en bleu clair l'action des microperforants, ceux qui dissolvent le carbonate de calcium, les macroperforants en rouge et les brouteurs, essentiellement en Australie des poissons perroquets, en bleu foncé. Et ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que jusqu'à présent, en fait, les gens s'intéressaient surtout à ces 2 compartiments et rarement à celui-là. Et en fait, dans le cadre de cette étude, j'ai pu montrer que, en fait, au bout d'1 an d'exposition des blocs à ce qui se passe dans le récif, eh bien en fait ce sont les principaux agents de la bioérosion au bout d'1 an. Et au bout de 3 ans, ils jouent encore un rôle très important, jusqu'à 45% dans certains récifs, avec les brouteurs. Ce sont les principaux agents de la bioérosion et surtout sur le récif très éloigné des activités de l'homme. Donc le processus naturel, c'est bien le brouteur qui mange les algues qui repoussent, le brouteur qui mange, etc. C'est un front qui avance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bloc. Le bloc, à la fin, il est devenu du sable ou des particules dissoutes. D'accord ? Et en fait, les macroperforants, qui sont donc, je vous ai dit, des éponges, des bivalves et des vers, ce sont des organismes qui filtrent l'eau. Et donc, on comprend qu'eux, ils ont un rôle plus important près de la côte, où il y a beaucoup de matière organique et beaucoup de particules dans l'eau. Ils vont les filtrer, ils vont s'en nourrir. Donc, eux, ils poussent plutôt dans cette zone-là, et c'est eux qui jouent un rôle majeur près des côtes. Donc plus il y aura de pollution et plus il y aura de macroperforants. D'accord ? Voilà. Et alors ce qui était intéressant dans cette étude que j'ai mis en évidence pour la première fois, c'est que parmi la microflore perforante, il y a une algue dont vous allez beaucoup entendre parler ce matin, c'est ma fétiche, c'est l'algue du genre Ostreobium. Alors je vous dis pas son petit nom d'espèce parce que maintenant on a découvert plein d'espèces, mais ça faisait beaucoup rire en tout cas le jour où j'ai soutenu ma thèse, parce que ça s'appelle Ostreobium keketei. Donc ça faisait beaucoup rire parce que ma thèse était sur les brouteurs, les perforations, les profondeurs de pénétration. Donc c'est une thèse très rigolote. Et aujourd'hui on l'appelle Ostreobium sp parce qu'il y a plusieurs espèces et donc ça m'arrange, ça évite de faire rire l'auditoire. Voilà. Donc cette algue-là, en fait, c'est celle qui joue un rôle prépondérant dans ces petites barres bleu ciel là, ici. C'est elle qui domine le processus. Donc ici, on avait un effet négatif des apports terrigènes. Les apports terrigènes, c'est les sols qui sont lessivés et qui vont au lagon, parce que moins de lumière, donc la microflore perforante et Ostreobium a moins poussé dans les blocs près de la côte. Les brouteurs, ils n'aiment pas aussi quand c'est trouble l'eau, hein, il y a moins à manger, les algues poussent moins bien. Et donc un effet négatif sur l'ensemble de la bioérosion, la microflore perforante, mais un effet positif sur les macroperforants. Voilà. Après, je suis partie en postdoc à Hawaï. Donc j'ai vécu 3 ans et demi à Hawaï et j'ai installé aussi des expériences comme ça, donc sur l'île principale où il y a Waikiki et Honolulu ici, et nous on travaillait ici sur une île qui s'appelait Coconut Island. Il y avait des palmiers mais il n'y avait pas tellement de coconuts et surtout c'était intéressant parce que cette baie ici, ça s'appelle la baie de Kaneohe et c'est l'un des récifs au monde qui a été le plus étudié. Donc on a beaucoup de données et c'est très intéressant, quand on a beaucoup de données on peut mieux interpréter ces résultats.
Donc j'ai remis des expériences avec mes blocs et mes petites grilles et j'avais 3 stations, une station très près de la côte, une station près de l'île de Coconut et une station près de la barrière. Et là vous voyez tout de suite à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit là? Ici il y a quoi? Il n'y a rien à l'intérieur quasiment, il y a 2 trous. Donc encore une fois, les macro-perforants, cette fois ce sont des vers, puisque les blocs sont restés qu'1 an ou 6 mois dans l'eau, donc ils ont pas, les macro-bioérodeurs, bivalves, éponges et les autres n'ont pas eu le temps de s'installer. Eh bien, près des côtes, là où il y a encore beaucoup de matière organique, on retrouve beaucoup de macro-bioérodeurs, alors que près de la barrière, on en a beaucoup moins, voire pas du tout. Donc ça, c'était intéressant. Et l'autre chose, c'est qu'au bout de 6 mois, j'avais déjà des communautés dominées par cette algue, la fameuse qui joue un rôle prépondérant dans la dissolution, Ostreobium, donc parmi les perforants. Alors là, c'est plus compliqué. On a fait une expérience où on a incubé sous l'eau ces blocs pour savoir quelle était leur production primaire et leur activité métabolique. Alors pourquoi c'est intéressant? C'était pour savoir effectivement si la production primaire qui est à la base de la nourriture des poissons, des oursins et autres était plus importante près de la côte. Ici vous avez la distance à la côte, donc là on a le récif barrière et là on a le récif près de la côte. Donc vous voyez que la production globale du bloc elle est plus importante éloigné de la côte, mais c'est dû essentiellement en rose aux algues calcaires, les fameuses qui font le ciment. Mais ce qui m'intéressait tout particulièrement, c'était de voir que ici, en vert foncé, la microflore perforante, elle jouait un rôle plus important près des côtes. Donc moi, j'en ai déduit que les apports en azote, phosphore, qui sont riches dans ces côtes-là, en fait, stimulent aussi cette fameuse algue qui dissout le récif. Voilà, donc l'effet positif de l'eutrophisation sur la production primaire des endolithes. Alors ensuite, et depuis cette époque, je me suis surtout intéressée à l'effet de l'acidification des océans. Alors là, comme je pense que je n'ai pas de... Si, ouais, j'ai une diapo. Donc l'acidification des océans et le réchauffement des océans. Donc c'est les résultats que je vais vous présenter qui datent de mes dernières découvertes des dernières 10 années. Donc, pour le rappel, les effets de gaz, les gaz que l'on rejette dans l'atmosphère dus à nos activités industrielles, voitures et autres, réchauffent l'atmosphère et notamment, il y a un gaz que tout le monde connaît qui est le CO2. D'accord ? Alors, c'est pas celui qui a l'action la plus importante sur le réchauffement climatique, le méthane par exemple, donc les vaches qui pètent, polluent plus, en tout cas ont un effet plus dramatique sur l'effet de serre que le CO2. Mais pour autant, le CO2, il a un rôle très important, c'est qu'il pénètre dans l'eau de mer et lui, il acidifie l'océan. Donc il faut savoir que l'océan et l'atmosphère, en fait, sont toujours en communication l'un avec l'autre. L'océan tamponne ce qui se passe dans l'atmosphère. Donc quand l'atmosphère se réchauffe, l'océan tend à prendre une part de la chaleur parce qu'ils doivent normalement être en équilibre. Et quand on rejette de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, quand il y en a trop dans l'atmosphère, l'océan il tend à prendre du CO2 parce que normalement ils doivent être à l'équilibre. Et donc ce CO2 qui rentre dans l'eau, il se combine à l'eau justement, à H2O, et va faire baisser le pH. Et on s'attend d'ici la fin du siècle, d'après les résultats de synthèse du GIEC, qui vient de sortir, d'ailleurs le dernier rapport est sorti il y a quelques semaines, quelques jours, à une baisse du pH de l'ordre de 0,3-0,4. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 8,1 en moyenne aujourd'hui dans l'océan, donc un pH très basique, on s'attend à avoir un pH de l'ordre de 7,8 ou 7,9. Alors qui sait quelle est l'échelle du pH? Ça paraît dérisoire, 7,9 si on arrondit ça fait 8. Et 8,1, si on arrondit, ça fait 8. Donc vous allez me dire, on chipote là. C'est des pouillèmes. C'est pas proche de 7. Ouais, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, l'échelle du pH, c'est pas une échelle linéaire, c'est une échelle logarithmique. Donc c'est plutôt exponentiel. Donc une baisse de 0,3 unité pH, c'est faramineux en fait, en termes de changement d'ions dans l'eau, notamment des carbonates qui servent à précipiter le squelette des coraux. Et la prédiction pour la fin du siècle en termes de température, donc là, ils essaient encore d'atteindre 1,5, mais selon les scénarios plus ou moins pessimistes, on sera plutôt de l'ordre de 2 à 4 ou voire plus que 4 degrés en moyenne à l'échelle du globe, ce qui veut dire qu'il y a des régions qui auront beaucoup plus que ça et d'autres un peu moins. D'accord ? Donc moi, je me suis intéressée à cette question et pour cela, je suis allée en Arizona. Alors en Arizona, c'est quand même le désert avec les cactus saguaro, il n'y a pas la mer. Mais il y a ce qu'on appelle biosphère. Biosphère, c'est une structure incroyable que j'ai eu l'occasion de découvrir, qui est plutôt en désuétude aujourd'hui.
C'est un milliardaire américain qui était à la tête de millions de bœufs et de ranchs en Arizona et qui a eu l'idée farfelue de se dire je vais faire un mésocosme, donc un système expérimental pour envoyer les gens sur Mars. On va tester déjà dans ce mésocosme s'ils sont capables de survivre en autonomie. Donc ça s'appelait Biosphère 1, d'accord, que je n'ai pas connu. Au bout de 3 mois, mais je vous raconte l'histoire parce qu'elle est marrante. Au bout de 3 mois, les gens, ils sont devenus complètement fous, ceux qui étaient dans ce truc-là, parce qu'en fait, ils respiraient le CO qu'ils avaient produit. Et donc, ils étaient en train de mourir, quoi, de devenir zinzin. Et on a voulu les faire sortir, mais eux, ils voulaient pas. Donc, on les a fait sortir de force, pour pas qu'ils meurent. Voilà. Donc ça, c'était Biosphère 1. Et nous, les scientifiques, après, on nous a dit, bah, vous avez bossé dans Biosphère 2. Ouf, on n'était pas renfermés. Et donc Biosphère 2, en fait, vous voyez ici, il y a comme une pyramide. Donc là, ici, il y avait un écosystème reconstruit avec des champs de coton. Parce que les champs de coton, il s'est avéré qu'ils produisaient beaucoup de méthane. Donc quand bien même ils captaient du CO2 et que c'était un puits de carbone du point de vue du CO2, comme ils relarguaient du méthane, l'effet de serre était toujours là. Il y a des gens qui ont travaillé sur l'écosystème désertique, puisqu'on était en Arizona, donc l'écosystème désertique. Et puis moi, j'avais une grande piscine où on a reconstitué, enfin mes collègues, pas moi, ont reconstitué un écosystème corallien, vraiment comme sur un récif, avec le platier récifal très peu profond, ces organismes inféodés, et une petite pente, et un fond à 10-15 mètres dans la piscine. Alors moi, j'ai pas vraiment travaillé dans la piscine, j'ai plutôt travaillé dans l'arrière-salle, dans des aquariums, et l'eau qui venait dans mes aquariums venait de la piscine. Voilà. Et donc, quand on travaille comme ça dans des aquariums, ça nous permet de contrôler toutes les conditions. C'est-à-dire qu'on a fixé la température, on a fixé l'intensité lumineuse, on a tout fixé, et la seule chose qu'on a fait varier, c'est la quantité de CO2 dans l'eau, pour simuler l'acidification à la fin du siècle. Donc moi, j'avais des moyens réduits, en tout cas en espace et en temps et en argent. Donc j'ai testé seulement 2 niveaux de CO2. Le niveau de CO2 qui était à l'époque inférieur à 400, on était à 380 microatmosphères. Bon, j'ai testé 400, c'était, on va dire, la quantité de CO2 ambiante. Et celle qui est prédite pour la fin du siècle, c'est-à-dire 750 microatmosphères, si on continue à produire du CO2 comme on le fait. Et j'avoue qu'on y réussit parfaitement. Donc, ce que j'ai mis, c'est des blocs qui venaient d'Hawaï. L'expérience juste avant, quand je vous ai parlé d'Hawaï, je les ai ramenés en Arizona, ces blocs. Donc ils ont souffert un peu pendant le voyage, on les a laissés 2 mois s'acclimater et après on a lancé l'expérience. Donc ces blocs, quand ils sont colonisés, ils ressemblent à ça. Ils étaient dominés par l'algue que j'aime bien, Ostraobium, et on les a laissés 3 mois de plus sous des P de CO2 différentes. Et on a vu, on a regardé, donc au départ on avait des communautés dominées par Ostraobium ici en gris foncé. Et au bout de 3 mois supplémentaires, cette algue est devenue encore plus abondante. D'accord ? Vous voyez ici, et il n'y a pas de différence significative entre cette barre ici et cette barre ici. Statistiquement, ce n'était pas différent. Ça n'a pas différé non plus statistiquement en termes de surface colonisée à la surface des blocs. Tous les petits trous qui rentraient à la surface liés à cette algue-là, ils étaient plus ou moins identiques entre 400 et 750 microatmosphères. La chose qui a vraiment différé entre les 2 traitements, c'est la profondeur de pénétration, c'est-à-dire la profondeur des filaments d'Ostraobium qui ont pénétré à l'intérieur des blocs. Elle était beaucoup plus importante. Alors là, c'est significatif. Vous allez me dire, c'est 1,4 et 1, c'est petit, mais quand même, c'est très significatif. Et ça nous a permis de conclure qu'avec l'acidification des océans, s'il n'y avait que ce facteur-là, parce qu'on est en conditions contrôlées, tout le reste, on le maîtrise et c'est contrôlé, eh bien on aurait une augmentation de la dissolution des blocs de coraux de plus de 50%. Voilà, donc c'est un résultat positif de l'acidification sur ce processus-là. Alors après, je me suis dit, c'est bien, tu as travaillé en aquarium, mais là les gens ils commencent à te dire à quel point c'est représentatif de ce qui se passe dans le milieu naturel. Donc du coup, il a fallu aller travailler sur le terrain et trouver des sites acidifiés, ce qui n'était pas chose aisée, mais depuis quelques années, on en connaît, et notamment hier, on l'a introduit dans le film qui concerne la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a des récifs coralliens qui, aujourd'hui, en 2018, poussent déjà dans des zones naturellement acidifiées, parce qu'avec les résurgences volcaniques et l'activité volcanique dans ces régions-là, il y a des bulles
enrichis en CO2 qui percolent dans l'eau et donc l'eau est déjà acidifiée. Donc ces sites-là nous permettent de voir déjà ce que l'on peut attendre d'ici la fin du siècle et en milieu naturel. Alors moi je ne suis pas allée en Papouasie-Nouvelle-Guinée parce que j'avais pas de contact là-bas. Par contre j'avais des contacts avec des Américains qui travaillent dans les îles Mariannes parce que les îles Mariannes, c'est une dépendance des États-Unis, enfin en tout cas c'est sous la couverture américaine, et notamment au bout de la chaîne de l'archipel des îles Mariannes. Donc les îles les plus anciennes se situent au sud, avec la capitale ici, il y a Guam et Saipan, et tout au nord vous avez les îles qui sont encore actives d'un point de vue volcanique, et notamment Mogg, l'île de Mogg, Mogg Island, où il y a justement des résurgences de CO2 qui percolent dans le récif. Donc cette fois-ci, mes collègues, ils n'ont pas utilisé des blocs de coraux comme je vous ai montré jusqu'à présent, ils ont utilisé de la calcite minérale qu'on trouve dans les carrières. Donc la calcite, c'est du carbonate, mais c'est pas de l'aragonite. Donc c'est différent d'un point de vue structure minérale, les cristaux sont pas du tout les mêmes, et en plus la calcite c'est translucide. Donc c'est pas un modèle totalement représentatif des récifs coralliens, mais ceci dit, ça nous a quand même permis de confirmer le résultat que j'avais montré en aquarium. Je m'explique. Donc là, les blocs, on les a exposés 3 mois. Alors là, pour le coup, on n'avait pas de l'ostrobium parce qu'on était trop jeunes encore dans les communautés. On avait une autre algue verte qui est un peu une cousine d'ostrobium qui s'appelle Phéophila. Et celle-là, elle est importante aussi parce qu'elle domine les communautés pionnières. Il y a les pionniers qui s'installent, puis après il y a les autres qui arrivent derrière. Et donc avant Ostrobium, il y a Phéophila et d'autres choses, mais Phéophila elle est très importante. Donc c'était bien finalement de s'intéresser aux premières étapes. Donc là, ce qu'on a pu constater, c'est que le site contrôle c'est pH 8, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui, et on avait 2 autres sites, un site plus ou moins acidifié avec un pH de 7,98 pardon, et un autre site avec un pH de 7,94. Donc pour comparer, et ce qu'on a pu obtenir, c'est que les taux de dissolution étaient bien plus importants, encore une fois, en zone acidifiée qu'en zone ambiante. Et là, on avait non pas une augmentation de l'ordre de 50%, mais une augmentation de la dissolution avec cette Phéophila de l'ordre de 80%. Ensuite, là, je fais une petite excursion hors milieu tropical parce que j'ai travaillé sur une zone italienne et aux Açores, au large les Açores c'est portugais, au large de la côte Afrique de l'Ouest, d'accord. Et donc là on a comparé avec une collègue portugaise l'effet de l'acidification, mais une acidification extrême cette fois. On est parti vraiment, on s'est dit on va prédire ce qui se passe en 2300. Bon, on n'y sera plus, mais en 2300, on s'est dit, on sait quelle va être la tendance avec les modèles prédits par les physiciens et les chimistes, et on sait que l'acidification devrait être avec des pH de l'ordre de 7,2 ou 7,5. Donc là, en termes de pression de CO2, on n'est plus à 750 microatmosphères, mais à 3000. D'accord ? À plus de 3000. Donc là, c'est ce qui est prévu pour 2300. Alors pourquoi on fait ça? Parce que vous allez me dire, c'est pas réaliste. Là, on nous demande de répondre à la question qu'est-ce qui va se passer d'ici 2100. En fait, c'est toujours intéressant d'aller vers les extrêmes pour voir quels sont les processus et comment ils se comportent pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau intermédiaire. Et là, donc, on a exposé des blocs, alors des coquillages. Cette fois, c'était des coquillages, parce que sous les côtes méditerranéennes et aux Açores, ceux qui vont être le plus touchés par l'acidification, ce sont les coquillages que l'on consomme, et puis les coquillages, les gastéropodes qui vivent naturellement dans le milieu, et des coraux, Caryophylla, le corail, c'est... Oui, Caryophylla, voilà, c'est ça, j'ai eu un doute. Merci. Caryophylla, qui est lui un corail solitaire qui pousse sur nos côtes, mais qui ne construit pas des récifs coralliens. Donc, il y a un squelette en aragonite. Et donc, ces substrats, qu'ils soient coquillages ou coraux, ils ont des densités différentes, des porosités différentes et des structures minérales différentes. Parce que certains coquillages sont en calcite, comme on l'a vu tout à l'heure, et d'autres sont en aragonite. Et ça a un effet avec l'acidification. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles à l'acidification. Donc au bout d'1 mois et demi et de 6 mois, on avait une dominance de Phéophila. Il n'y a pas un truc qui vous choque là au bout de 6 mois? Tout à l'heure j'ai dit quoi au bout de 6 mois? Qu'on avait plutôt des ostrobiums. Mais ça c'était en milieu tropical. Et surtout c'était pas dans des pH à 7,5 ou 7,2. En fait, ce qu'on a constaté ici, c'est que le pH contrôle il est à 8 ici. Et le pH acidifié, il est là, 7,2, 7,5. Et au lieu d'avoir une augmentation, cette fois, on a une diminution de la dissolution due à la microflore perforante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait,
l'eau est tellement acidifiée, alors elle est encore au-dessus du pH neutre, 7, mais elle est tellement acidifiée que la dissolution chimique, donc ça c'est un processus thermodynamique qui se fait tout seul, abrase la surface des substrats en permanence. Et donc la flore perforante, elle s'installe, mais en permanence elle est enlevée. Et donc du coup, nous sommes restés avec des communautés dites pionnières. C'est-à-dire les premières qui s'installent, elles sont enlevées, elles s'installent, elles sont enlevées, et on n'a jamais vu l'ostrobium s'installer parce que, en fait, ça s'est en permanence remanié, la surface du substrat. D'accord ? Donc là, la conclusion de cette étude, c'est qu'on avait un effet négatif de l'acidification, mais là, on est dans une condition extrême sur la dissolution liée à la microflore perforante. Et on pense qu'il y a un seuil autour de 7,5, entre 7,5 et 7,8, d'après la littérature, où là, soit l'acidification est bénéfique pour cette flore, soit elle devient létale pour elle, en tout cas pas favorable. Parce qu'il est possible ici que le CO2 en plus dans l'eau soit favorable à cette flore, mais qu'elle n'ait pas le temps d'en profiter puisqu'elle est en permanence remaniée. D'accord ? Voilà. Et on a constaté également que le corail Caryophylla sciatus était plus sensible à cette acidification parce que son squelette est un peu moins dense, il y a plus de porosité et il est en aragonite. Et la calcite, elle est plus résistante. Voilà. Alors là, je vous ai résumé tous les effets de l'acidification qui sont connus à ce jour sur la microflore perforante. Donc l'étude que j'ai menée à Hawaï et en Arizona, l'étude que j'ai menée à Mogg et à l'île de Mogg, et en Italie et aux Açores, et ça, ce sont des collègues australiens qui l'ont fait donc sur du corail aussi tropical. Et ce que vous voyez, c'est que quand on est dans la prédiction pour la fin du siècle de l'ordre de 2100, toutes les études tentent à montrer qu'on va avoir une stimulation du processus de dissolution des carbonates de l'ordre de 50 à plus ou moins 80-90% selon les cas. En revanche, si on se situe dans la simulation de 2300, là, les pH vont réduire fortement, voire extrêmement fortement, moins 300 à moins 700% ce processus naturel de dissolution. Donc eux aussi vont être impactés. Voilà, donc là on aura plutôt une dominance du processus naturel de dissolution avec la microflore perforante, et là on va être vraiment dans la pure dissolution chimique liée au pH. Donc là après, les questions que je me pose moi et qui vont amener mes prochaines recherches, c'est aussi, ça paraît négatif cette dissolution, mais je vous ai dit que ça faisait partie de l'équilibre quand même au départ. Donc sans ça, il n'y a pas d'équilibre. Évidemment, si ça surpasse l'équilibre, c'est pas bon non plus. Mais il y a un phénomène de rétroaction potentielle, c'est-à-dire que quand on fait de la dissolution des carbonates, que ce soit chimique ou biologique, on tamponne l'eau. On dissout et on remet des ions de carbonate dans l'eau. Et donc ça compense ou ça mitige l'acidification. Donc l'acidification augmente la dissolution, mais en retour, la dissolution pourrait réduire l'acidification. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si ça va se faire à l'échelle des récifs coralliens ou à la micro-échelle, c'est-à-dire à l'échelle peut-être de la colonie corallienne, puisque cette flore est à l'intérieur. Mais même si c'est à la micro-échelle, c'est déjà très important, ça serait important de démontrer ça, dans le sens où effectivement le corail, lui, serait moins impacté par l'acidification des océans que ce que l'on peut imaginer. Et pourquoi je vous dis ça, je vous dis pas ça en l'air, c'est que la personne qui a travaillé ici sur la grande barrière de corail, elle a montré l'effet de l'acidification sur la microflore perforante, mais pas que dans du corail, aussi dans l'algue calcaire encroûtante, celle qui fait le ciment des récifs. Et elle a montré que ces algues calcaires, quand elles sont très colonisées par la microflore perforante, eh bien elles sont moins sensibles à l'acidification des océans. Parce qu'elles font et la photosynthèse, ça augmente le pH, puisqu'on prend du CO2 dans l'eau, et des ions H+, et elle fait aussi, elle produit du tampon dans l'eau. Voilà. Donc moi j'ai voulu aussi montrer que dans les coraux, cette microflore perforante, elle produisait justement cet effet tampon, donc on appelle ça de l'alcalinité. Alors, ça devient un peu compliqué, mais on a refait des expériences. Alors j'ai vécu 3 ans après Hawaï, je suis partie en Calédonie 3 ans, et ça c'est l'IRD qui nous amène à... Moi mon rôle c'est de travailler à l'outre-mer français et dans les récifs coralliens des pays en voie de développement. Et l'IRD s'inscrit dans cette démarche, c'est-à-dire l'Institut de recherche pour le développement. Nous, il y a des chercheurs basés en métropole, mais ils sont surtout en Amérique latine, en Afrique, en Asie et dans les pays où vraiment ça va pas très bien. Où ils sont en tout cas en soutien au développement. Donc moi je m'intéresse aux coraux, donc forcément je suis plutôt amenée à aller à l'outre-mer français. Donc sur cet îlot quasi là en Nouvelle-Calédonie,
au sud de la Grande Terre. J'ai mis à coloniser des blocs aussi pendant 1 an. Hein. On reproduit le même modèle. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit comparable tout ça. Donc c'est bien d'utiliser toujours le même substrat. Et je les ai incubés dans des chambres d'incubation avec des P de CO2, donc des différents niveaux d'acidification. Et cette fois, j'ai mesuré le métabolisme en même temps que je mesurais les trous de perforation au microscope. Parce que je ne vous ai pas parlé des techniques, mais jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré comme résultat, c'était basé sur des observations au microscope, que ce soit le microscope normal ou le microscope électronique à balayage. Et là, cette fois, l'objectif, c'était de mesurer leur capacité à produire du pH, à baisser le pH quand ils respirent. Vous savez, quand on respire, on produit du CO2, ça fait baisser le pH, c'est de l'acidification normale. Voilà. Ce que j'ai pas dit aussi, mais c'est peut-être trop d'informations, je ne sais pas, vous m'arrêterez, c'est qu'un récif corallien à l'échelle de la journée, le jour, il y a les coraux, les algues qui font la photosynthèse, donc ils prennent du CO2 pour pousser, pour croître, et donc ils augmentent le pH, donc il devient de plus en plus basique. Donc le CO2 de jour dans un récif, il peut être de l'ordre de 200 à 300 microatmosphères, donc en dessous de la valeur moyenne que je vous ai présentée tout à l'heure à 400. Par contre, la nuit, tout le monde se met à respirer, tout le monde produit du CO2 dans l'eau, et là, la pression partielle de CO2 dans l'eau peut atteindre plus de 1200 microatmosphères aujourd'hui. Or, je vous ai dit qu'à la fin du siècle, on allait vers 750. Du coup, je fais les questions-réponses. Vous allez me dire, 1200, ça va, ils sont déjà adaptés, 750, c'est rien pour eux. Sauf que ça, c'est à l'échelle de la journée, et le bilan journalier, il est plutôt positif pour eux. Sauf que si on acidifie de plus en plus et que le CO2 augmente, la question c'est l'amplitude de cette variation avec ce qu'ils connaissent à l'échelle journalière, est-ce qu'ils vont pouvoir s'y adapter? D'accord? Donc là, avec cette expérience, en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que la dissolution liée à Ostrobium, elle se faisait surtout de nuit. Ici, en gris foncé, vous avez l'activité de nuit et l'activité de jour qui est toute petite. Donc la dissolution se fait surtout de nuit à 80% et 20% de jour. Mais c'est important ça, comme de le savoir, parce que 20% de jour, sachant que ça fait la photosynthèse et que ça augmente le pH, normalement ça ne devrait pas dissoudre. Donc ça veut dire qu'il y a des processus autres qu'il faut découvrir pour savoir comment ils font cette dissolution. Et donc là, on était, alors je ne l'ai pas représenté sous forme de pH ou de P de CO2, c'est un autre paramètre qu'on appelle l'état de saturation en aragonite, hein, mais là, dites-vous bien que c'est à pH ambiant et là, c'est à pH acidifié. Et ce que l'on constate, c'est qu'à pH acidifié, on a constaté également l'effet tampon est augmenté. La production d'alcalinité dans l'eau, elle est augmentée et elle est augmentée fortement de 230%. Donc il y a plus de dissolution, mais en même temps, l'effet tampon, il est augmenté. Donc quelque part, la grande question, ça va être quel est le bilan à la fin? Est-ce que c'est positif pour le récif ou est-ce que ça va être de la perte nette? Je ne sais pas si je suis très claire. Voilà, donc on a pu montrer là, ici, la production d'alcalinité significative et son augmentation avec l'acidification. Alors maintenant, on va quitter le paramètre pH, on va parler du réchauffement de l'eau. D'accord? Donc pour étudier l'effet de la température, j'aurais pu me mettre dans des aquariums et puis faire varier la température, sauf que entre temps, je suis plus en Nouvelle-Calédonie, maintenant je suis à Paris. Et à Paris, il n'y a pas de récif dans la Seine. Et il y en a à l'aquarium tropical de la Porte Dorée, mais on n'a pas encore bien pensé comment on pouvait contrôler toutes les conditions d'eau, etc. et faire un système comme à Biosphère en Arizona. Donc du coup, moi je me suis dit, puis en plus on me critique que je fais des choses en aquarium, c'est pas représentatif, donc autant le faire directement au milieu naturel, ça ira plus vite, hein, ça m'évitera de perdre du temps. Donc j'ai lancé avant de partir en Nouvelle-Calédonie une expérience qui dure maintenant depuis 8 ans. Et plus on a de recul dans le temps, plus on observe sur le long terme, et mieux on peut décrire les processus, et mieux on pourra vous dire si on va aller dans tel sens ou dans tel autre dans l'avenir. Donc, on a posé des grilles. Alors cette fois, c'est des petits blocs qui ont la taille d'un sucre. Parce que ce qui m'intéresse, là, c'était pas toute la bioérosion avec les bivalves, les vers et tout ça. C'était vraiment que la microflore perforante et les brouteurs. D'accord? Donc j'ai mis des petits sucres, ça va plus vite, et j'ai mis des grilles l'été, au mois de décembre, en Nouvelle-Calédonie, c'est l'hémisphère sud, donc l'été c'est le mois de décembre, et l'hiver au mois de juillet, pour voir l'effet saison, et voir si les communautés s'installent à la même vitesse et font la même chose quand on s'installe l'hiver ou quand on s'installe l'été. Voilà, pour résumer. Donc l'expérience, elle dure depuis décembre 2009 et elle court encore aujourd'hui. Et dans le cadre d'une thèse que j'ai encadrée, qui a été réalisée par Julie Grange entre 2012 et 2015, on a pu étudier 3 séries d'été. Donc ces petits blocs, ils ont été mis pour 1 an. Et tous les mois, on en a collecté certains. Donc on en a mis beaucoup au départ. Et au bout d'1 mois, on en a collecté, au bout de 2 mois, jusqu'à 12 mois. D'accord? Pareil pour l'hiver.
Et à chaque fois qu'une série de 1 an se terminait, on en remettait une autre. D'accord? Donc dites-vous bien que ce n'est pas des blocs qui ont 7-8 ans, etc. Ce sont des blocs qui ont tous maximum 1 an, mais qu'on a collectés à chaque saison. Alors le résultat, un des résultats intéressants de cette thèse qui a été déjà publiée, c'est l'étude d'une série d'été. Alors une série d'été de 1 mois à 12 mois. D'accord? Donc on a commencé l'été et qu'est-ce qui s'est passé? On a regardé dans le détail la dynamique du processus de dissolution avec cette microflore perforante. Ce que l'on a au début, l'étape numéro 1, step 1, c'est qu'on a des espèces pionnières, les cyanobactéries et Phéophila. Bon, jusque-là, tout est conforme. Et ça dure entre 1 et à peu près 3 mois. D'accord? Ce qui était nouveau, c'est qu'on a vu l'arrivée d'Ostrobium très tôt, alors qu'on ne le voyait pas vraiment avant, on n'y faisait pas spécialement attention parce qu'on mettait jamais des blocs à 1 mois et 2 mois, et on pensait que c'était une espèce, on savait qu'elle était dominante à 6 mois, mais on ne savait pas trop quand est-ce qu'elle arrivait avant 6 mois. Donc là, on a pu constater qu'elle arrive dès 3 mois à peu près, et elle devient très vite abondante dans la communauté, elle domine. Et qu'est-ce qui se passe? La dissolution au départ avec les espèces pionnières, elle est quasiment à 0. Et dès qu'Ostrobium arrive, on part sur une phase exponentielle où la dissolution est très importante, elle pénètre en profondeur, elle érode tout ce qu'elle peut, et donc la dissolution est très importante. Et quand les blocs ils ont 6 mois et qu'elle est bien installée, cette algue-là, vous voyez là, elle est installée et puis elle varie un petit peu, mais en gros, on a une communauté mature. Eh bien, la dissolution va osciller autour d'une valeur plutôt moyenne, là, on va dire de l'ordre de 1 kg de carbonate dissous par mètre carré et par an. Mais pourquoi ça oscille? Eh bien, parce qu'au bout de 6 mois, les blocs ils sont tellement colonisés qu'ils deviennent attractifs aux brouteurs. On pense que ce sont surtout les poissons dans ce cas-là. Et les poissons, dès que le broutage est important, paf, ça diminue l'action de la microflore perforante. Et oui, pourquoi? Parce que quand le poisson perroquet, il abrase la surface du substrat, il arrache une partie de cette flore. Donc nous, ce qu'on mesure, c'est ce qui reste. D'accord? Donc quand il vient de brouter, ce qui reste, c'est minimal. Donc on a l'impression que la valeur est minimale. Elle est résiduelle, on dit. D'accord? Et quand, au bout d'1 mois, la flore s'est reconstituée, elle est revenue quasiment avec la dissolution à un niveau, au niveau précédent, hop, un coup de broutage, et c'est reparti pour un tour. Et il y a un petit délai, on a constaté qu'il y avait un petit délai d'1 mois, de quelques semaines, pour que cette flore se reconstitue, repousse. Oui, parce que quand le brouteur, il l'arrache pas toute la flore, il lui coupe la tête en fait. Il lui coupe la tête et le filament qui reste dedans, il continue à pousser. Et donc ça refait. Et il lui coupe et c'est reparti jusqu'à ce qu'il y ait du sable et du dissous. Voilà. Alors après, on a analysé 3 séries d'été et 3 séries d'hiver. Et ce qu'on a constaté brièvement, c'est que l'été, donc dès 3 mois, Ostrobium devient dominant. Il est dominant et très important dans la phase exponentielle à 5-6 mois. Et le taux, c'est l'abondance relative. Et après, il est sur un plateau en fonction des années. D'accord? Et donc le taux de dissolution, lui, il monte jusqu'à quasiment 1 kg par mètre carré au bout de 1 an, au bout de 12 mois. Mais l'hiver, vous voyez que le taux de dissolution, il traîne un peu. Il traîne un peu parce qu'en fait, là, l'installation d'Ostrobium, elle est décalée à 6-7 mois au lieu de 5-6 mois. Et il arrive plutôt vers 4 mois. On voit que l'hiver, c'est plus lent. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et les taux ici sont multipliés, ils sont 3 fois supérieurs l'été par rapport à la saison d'hiver. Et alors en fait, on a essayé d'expliquer ça avec différents facteurs, parce qu'on a essayé d'analyser tous les facteurs en même temps. La température, on a constaté que la première année d'été, on avait un maximum de température qui était inférieur aux autres années. Vous voyez là, les pics qui étaient plutôt près de 28 degrés, là on était plutôt près de 25-26 degrés. Ça paraît rien en fait, 25-26 degrés par rapport à 27-28, mais visiblement ça a eu un effet sur la colonisation par les algues à la surface des blocs, alors que là c'était déjà très colonisé. Et du coup, ça a eu un effet sur ce qui se passait à l'intérieur. Donc la flore, elle a eu plus de mal à s'installer et elle a été décalée dans le temps. Même sur une série d'été, on l'a vu avec une température plus faible. Alors je ne vous dis pas a fortiori l'hiver, parce que l'hiver, la température, elle est encore plus basse. Donc du coup, les algues ici à la surface ont eu encore plus de mal à s'installer. Normal, l'hiver, il fait plus froid, il y a moins de lumière. Et les poissons perroquets aussi qui broutent sont moins actifs l'hiver. Donc tout ça, ça s'entraîne moins en fait. Oui. Le taux de dissolution, vous mesurez comment?
Alors là, je suis repartie sur la microscopie. Hein. C'est-à-dire que, ouais, je vous ai pas expliqué. Là, c'est pas le métabolisme comme on l'a fait tout à l'heure dans les chambres d'incubation. Là, les taux, ils sont. Alors, on prélève les petits blocs. Et ce qui nous intéresse, c'est la face qui est orientée vers la lumière, la face supérieure. D'accord? On va regarder la pénétration par les algues et les cyanobactéries par la surface. Donc, les trous vus du dessus, comme ça, en microscopie électronique à balayage. Ensuite, on va couper le bloc de manière longitudinale et on va faire des tranches qu'on va regarder au microscope sur lame mince. Et là, on va regarder la profondeur de pénétration des filaments. Et donc, une surface fois une profondeur, ça fait un volume. Voilà. Alors, on fait une approximation parce qu'on ne sait pas. Ces algues-là, elles vont dans tous les sens et on n'est pas capable, aujourd'hui, avec la microtomographie qui coûte très cher et qui est compliquée, on n'arrive pas à reconstituer toute la galerie dans toute sa complexité. On estime que c'est un cylindre. Donc, on sous-estime les taux. Merci de m'avoir posé la question. Donc, il faut voir que ces taux-là, c'est même pire que ça, normalement. Hein? D'accord? Pourquoi c'est pas en mètres cubes plutôt qu'en mètres carrés? Alors, parce qu'on les exprime en mètres carrés. Alors, vaste débat, merci d'avoir posé la question. Alors, en mètres carrés de récif linéaire. Ouais. Pas de mètres carrés de... Soit c'est en mètres carrés de surface de bloc exposée, potentiellement colonisée, soit c'est mètres carrés linéaires de récif. Pourquoi? Parce que les autres qui travaillent sur la calcification et la croissance des coraux, ils expriment leur taux comme ça. Et quand on veut comparer des pommes avec des pommes, ben, on est bien obligé de se mettre dans la même unité, sinon ça ne veut rien dire. Voilà, c'est un peu ça l'explication. Mais dans ma tête, je vais aussi exprimer ça en centimètres cubes par rapport au volume du bloc. C'est aussi possible, bien sûr. Voilà, donc ce qu'il fallait retenir ici, bah, c'est qu'on a une accélération de la dissolution biogénique avec l'effet de la température. Mais là, on ne parle pas de changement climatique, on parle simplement de l'effet saisonnier. Mais on peut imaginer qu'avec le réchauffement de l'eau, bah, ça va accélérer la colonisation et donc l'activité de cette algue-là. Voilà. Donc là, c'était un tableau juste pour mettre en perspective les taux. Je vous passe. Voilà, ce que je voulais éventuellement dire, c'est que, bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais cette recherche sur les microflores perforantes dans les récifs coralliens, tout le monde me disait pendant très longtemps, ça sert à rien, ça se voit pas, de toute façon, d'abord, ça fait rien. Donc moi, j'ai dit, ben non, je suis pas d'accord. Et donc en 2013, il y a des collègues qui y croient pas du tout, mais que j'aime bien quand même. Avec lui, on dansait la salsa à Hawaï, donc on se connaît bien. Et il me disait, oui, mais les taux de dissolution, lui, il mesure du global. Donc il mesure du global dans les sédiments, dans les débris coralliens, et puis il me dit, voilà, le taux dans les sédiments, il varie de 2 à 7 moles, peu importe l'unité, il faut retenir les chiffres, 2 à 7 moles par mètre carré par an. Et moi, je lui dis, bah ouais, mais moi, mes bébêtes, Ostrobium, elles font 3,6. C'est en plein milieu, là. Donc je lui dis, tu ignores qui fait quoi, en fait, parce que lui fait du global, mais moi je lui dis, ça joue un rôle important, c'est quand même plus de la moitié de tes taux moyens. Et puis après il me dit, dans les débris coralliens, ça varie, la dissolution de 2 à 18 moles par mètre carré par an. Ah bah dites donc, la microflore perforante, elle a fait 1 à 16. Donc moi j'en déduis que le principal agent de la dissolution des récifs coralliens, il se pourrait fortement que ce soit effectivement les micro-perforants. Donc c'est pas parce que ça se voit pas que 1, ça sert à rien, et que 2, ça fait rien. Voilà, c'est pour la petite histoire. Donc revenons à notre petit cycle de départ, pour prédire un petit peu ce qui peut-être va se passer dans l'avenir, bien que nous les scientifiques, on a encore beaucoup à faire, et on ne peut pas vous donner une réponse aussi claire et nette. Il y a beaucoup de littérature qui tend à montrer que l'effet de l'acidification des océans va réduire de 30 à 40% la pousse des coraux et de tout ce qui calcifie un squelette. Donc plutôt une décroissance de cette partie qui pousse. De l'autre côté, je vous ai parlé de la dissolution chimique bactérienne et microflore perforante qui va augmenter de l'ordre de 25 à 575%. Ça dépend si on combine les facteurs et où on se place. À côté de ça, la microflore perforante, c'est de l'ordre de 50 à 300% selon les études. Et donc la bioérosion aussi, avec l'effet de la pollution locale, etc., elle va augmenter la production de sable. Et les sables, je vous ai dit aussi qu'ils étaient dissous par les bactéries et par la microflore perforante. Donc ça alimente aussi le système. Donc la question, en fait, c'est pas d'ici la fin du siècle, c'est plutôt d'après les études et les modèles qui sont proposés par des collègues, est-ce que le récif corallien ne va pas basculer bien plus tôt, d'ici 2050, vers de la dégradation pure et nette? Ouais, c'est pas une très bonne nouvelle. Voilà. Et ça, c'est ma prospective de recherche, donc je vous passe là-dessus. On a déjà pas mal à poser de questions, sauf si ça vous intéresse, je vous en parle en 2 mots, mais on va faire vite. Voilà. Merci de votre attention.